D'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, on commencera à perdre du monde, mais ça serait dommage. Voilà, donc Aurélie, je te laisse la parole pour ton intervention. Et merci d'être Merci. là ce soir pour animer avec nous ce webinaire Ecovitisol. Merci Lionel. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, le son? Très bien, en tout cas moi, très bien. Ok, donc je vous remercie de l'invitation. Donc, je suis enseignante-chercheur en agronomie à l'Institut Agro Montpellier. Je vais m'exprimer au nom d'un collectif dont j'ai mis des photos pour les incarner. Peut-être que vous en connaissez certains d'entre vous. Ils font pas mal de terrains, notamment de terrains viticoles. Donc, c'est un groupe de chercheurs, chercheuses, agronomes ou écologues. Et donc, on a travaillé sur une question un petit peu particulière, peut-être un petit peu en marge de la thématique sol centré d'Ecovitisol, mais vous allez voir qu'il y a des liens. Donc, on a travaillé sur les adventices dans les vignobles. Donc, le propos que je vais essayer de développer en une petite demi-heure, c'est de voir dans quelle mesure une meilleure connaissance des adventices que vous voyez dans vos vignobles peut permettre de réaliser un certain nombre de services vis-à-vis en particulier des sols. Donc, en termes institutionnels, je travaille donc dans une équipe qui s'appelle APSIS pour Agrosystèmes Biodiversifiés. En gros, on travaille sur des systèmes de culture pérennes, parmi lesquels les systèmes viticoles, mais également oléicoles. Et on regarde un peu l'effet de la diversification, le fait d'avoir plusieurs espèces dans ces systèmes, quel service ça rend. Voilà. J'allonge juste le diaporama, ça sera mieux comme ça. Ah, excusez-moi, ça a sauté. Alors, je refais. Je ne voulais pas bouger. Ça devrait être bon comme ça. C'est bon? Je crois que ça doit être bon. Oui, L'objectif des recherches de notre UMR, c'est de développer une approche systémique de la parcelle viticole dans l'objectif d'évaluer et de concevoir des systèmes moins dépendants des intrants, dans un contexte que vous connaissez bien, un changement climatique, transition agroécologique. Et donc, nos travaux, vous allez le voir, je vais en parler, se basent sur deux grands types d'approches, des approches au sein d'un domaine viticole, donc le domaine du chapitre à Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault, ou dans des réseaux de parcelles méditerranéens chez des viticulteurs qui acceptent qu'on fasse quelques mesures chez eux. Je vais y revenir. Donc, quand Lionel a parlé de mon intervention, il a dit que j'allais parler des couverts végétaux. Alors, effectivement, notre sujet depuis plus d'une dizaine d'années à l'UMR APSIS, c'est de travailler la question des couverts végétaux. Qu'est-ce que je sème? Quand est-ce que je sème? Quels effets ça produit sur les sols? Quelles conséquences pour les ressources pour la vigne? Mais vous allez voir que ce sujet couvert végétal semé a petit à petit dévié vers la prise en compte de plus en plus explicite des couverts végétaux spontanés, des adventices, si vous voulez. Mais on garde toujours comme objectif l'ambition d'être capable de les piloter. On a une posture d'agronome, ces adventices. Donc, piloter à la fois l'état hydrique et azoté dans la parcelle pour ne pas porter trop préjudice à la croissance de la vigne et au rendement. Et ce qui va donner lieu à une nécessité de bien caractériser les couverts ou les adventices qui sont présents dans la parcelle. Alors, vous avez peut-être déjà vu cette figure, elle a été un peu communiquée dans certaines revues viticoles, la revue des œnologues notamment. C'est une figure qui a pour ambition de synthétiser un peu tout ce à quoi peuvent, je dis bien peuvent, servir les couverts végétaux. On sait que ça ne marche pas toujours, les succès de semis ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc ici, vous avez la liste de ce qu'on appelle les services. D'ailleurs, dans mon UMR, de plus en plus, sous l'impulsion de mon collègue Léo Garcia, on parle de culture de service plutôt que de couvert végétal. Alors, pourquoi on dit culture? Certes, la vigne, c'est notre culture principale, mais à côté, si on se met à gérer des couverts spontanés ou même à semer des couverts végétaux, on peut considérer qu'on a vraiment une culture qu'on pilote. Et puis, cette culture, elle n'est pas juste là pour couvrir. Vous avez sans doute entendu parler des termes culture de couverture ou couvert végétal au sens couverture du sol. Elle rend plein de services. Alors, je vais en parler de ces services. Il y a ceux que vous voyez en bas à gauche, limitation de l'érosion, des pollutions des sols et des eaux, séquestration de carbone, atténuation du changement climatique. Ça, c'est les gros services liés au cycle du sol et de l'eau. Il y a des services aussi plus biologiques, comme l'augmentation de la biodiversité, la régulation des maladies fongiques, éventuellement le contrôle des adventices, s'il y a des adventices problématiques. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on a, alors bon, je commente rapidement la biodiversité et l'esthétisme des paysages, on y est sensible aussi dans les terroirs viticoles. Et puis après, il y a le violet et le rouge qui peuvent donner lieu à des difficultés, c'est-à-dire que la présence de ces couverts va éventuellement induire des compétitions pour l'eau, pour les nutriments,
éventuellement induire un hébergement de plus de ravageurs, et ça peut, dans certains cas, se traduire par des pertes de rendement. Donc voilà, l'enjeu, c'est de maintenir cette couverture végétale, ces cultures de services, dans l'objectif de s'assurer qu'elles rendent des services et non pas des disservices ou des inconvénients. Alors, je vous disais, notre UMR, elle travaille sur les couverts végétaux depuis plus d'une dizaine d'années, début des années 2000, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années même. Et en fait, les couverts végétaux semés, ce n'est pas toujours évident. Alors, parmi vous, j'ai compris que la plupart d'entre vous venez des Côtes-de-Provence, donc la difficulté de réussir les semis de couverts végétaux, j'imagine que ça vous parle. Et donc, pour illustrer mon propos, je voulais juste vous montrer. Donc là, c'est la série de pluviométrie mensuelle, donc des cumuls mensuels. Chaque barre est un cumul de pluie sur un mois. Au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, donc les mois d'automne, pour les 10 dernières années sur le domaine du chapitre à une demi-heure de Montpellier. Donc, la première chose qu'on voit, c'est l'énorme variabilité. Ça, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, hein, avec quelquefois des cumuls de pluie qui sont en dessous de 200 mm sur tout l'hiver, et puis quelquefois des cumuls de pluie qui, sur un seul mois, dépassent les 200 mm dans le cas des fameux épisodes saisonniers. Donc, quand on sait que c'est la période à laquelle, normalement, on sème, donc post-vendange, en septembre-octobre, on essaye de positionner les semis, vous voyez un peu l'aléa qui est associé à ce cumul de pluie. Et deuxième graphique, donc ce sont exactement les mêmes données que tout à l'heure, mais au lieu de vous les représenter année par année, j'ai simplement fait le cumul, enfin la moyenne des cumuls mensuels par mois. Et donc, chaque petit point correspond à un mois pour une année donnée. Et là, les barres noires correspondent à la médiane. La médiane, c'est la valeur qui sépare les échantillons en deux. Donc, la médiane pour le mois de septembre, c'est à peu près 25 mm. Vous avez une chance sur deux d'avoir en dessous de 25 mm, une chance sur deux d'avoir au-delà de 25 mm sur 10 ans. Même lecture pour le mois d'octobre, même lecture pour le mois de novembre, même lecture pour le mois de décembre. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'on a une chance sur deux d'avoir moins de 25 ou moins de 50 mm par ces mois d'automne et de début d'hiver. Donc, ça veut dire un aléa pour la production et pour l'installation des couverts qui est très, très important. Donc, ce n'est pas facile de réussir les semis. C'est pour ça qu'on s'est de plus en plus intéressé aux couverts spontanés. Et donc, en 2016, une chose nous a conforté, c'est qu'on a fait une enquête alors, dans les régions Languedoc-Roussillon, donc la partie plutôt est et sud-ouest de l'Occitanie actuelle. Et donc, on a fait une enquête auprès de 334 viticulteurs qui étaient concernés par l'enherbement à 77%. Alors, si vous êtes familier des statistiques nationales, généralement, en Languedoc-Roussillon, on ne dit pas qu'il y a 77% des gens qui enherbent. Alors, le terme enherbé est un peu fort. En fait, c'était des gens qui toléraient la présence de couverture spontanée. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui sèment. Et pour preuve, quand on regarde le détail, sur les 3/4 des personnes qui avaient un peu d'herbe l'hiver, en fait, il n'y en avait que 10% qui semaient. Donc, là où on a été conforté dans l'idée de travailler sur le couvert végétal spontané, c'est bien le fait que c'est ce que font la majorité des viticulteurs, avec surtout une stratégie hivernale stricte, c'est-à-dire qu'ils détruisent en sortie d'hiver au débourrement. Là, les viticulteurs autour de chez nous, là, il y en a beaucoup qui sont en train de travailler le sol pour détruire la végétation spontanée hivernale. Et puis, 28% qu'on a qualifié de dégressifs, c'est-à-dire qu'ils détruisent un intervalle sur deux, mais conservent quand même une certaine régularité dans la présence de couverts. Donc, voilà pourquoi, agronomiquement parlant, on s'est intéressé petit à petit aux couverts spontanés. Puis, ce qui est très intéressant d'un point de vue, cette fois-ci, plus écologique, c'est que ces couverts spontanés, ils vont évoluer avec les pratiques culturales. Et donc là, vous avez une synthèse qui a été publiée dans Phytomavie par mon collègue Guillaume Fried, que j'ai cité en introduction, qui est co-auteur de cet exposé. C'est que on se rend compte que suivant qu'on a plutôt des pratiques de travail du sol régulières ou de tonte régulière ou d'herbicides réguliers, on va sélectionner un type de flore un petit peu différent. Donc là, sans surprise, travail du sol régulier, on va avoir plutôt des vivaces adaptés au fractionnement, alors que herbicides, des vivaces plus adaptés à des perturbations, tandis que la tonte va sélectionner des pérennes qui seront capables de reprendre après la fauche ou des pores en rosette qui, là aussi, ne seront pas trop impactés par la fauche. Donc, voilà pourquoi on s'intéresse à ces mauvaises herbes. Alors, ces mauvaises herbes, a priori, on n'en a pas forcément une très bonne image. C'est plutôt, quand on parle de mauvaises herbes, une vision subjective liée à sa position dans le champ, là où on ne voudrait pas qu'elle soit. Et donc, nous, on garde plutôt le terme d'adventice,
dans la suite de l'exposé. Et donc, ces adventices dans les vignobles, vous voyez une figure assez classique, hein, on va les retrouver massivement dans l'interrang et éventuellement sur le rang. Donc, dans la thèse de Marie-Charlotte Bock, sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer dans cet exposé, on a défini la vision de l'adventice comme étant une espèce végétale spontanée, non semée, qui est désirable ou non. Donc, l'idée, c'est que ça peut être désirable et qui est située au sein des parcelles cultivées. Ces espèces adventices, vous le savez, elles sont généralement gérées pour limiter la compétition pour les ressources via les pratiques que je citais tout à l'heure. Donc, la tonte, du rebroyage, le travail du sol éventuellement, et puis des herbicides. On voit que la pratique de l'herbicide sous le rang reste encore assez fréquente, pour des raisons de praticité notamment. Et donc, le propos là de ce que je vais vous expliquer par la suite, hein, ça va donc s'appuyer essentiellement sur des résultats de thèse soit très récentes, Marie-Charlotte Bock, soit en cours de Léa Gentil. On va essayer de réfléchir à un peu repenser le rôle des adventices en vigne en regardant les impacts positifs qu'elles peuvent avoir à l'échelle du système de culture, donc lutter contre l'érosion des sols, éventuellement augmenter la portance du sol, favoriser des insectes prédateurs des ravageurs, et puis aussi avoir des impacts plus globaux sur la biodiversité, sur l'environnement. Donc, par exemple, dans ces impacts, il peut y avoir favoriser la présence des pollinisateurs, augmenter le nombre d'espèces de plantes et évidemment moins d'utilisation d'herbicides. Et donc, les communautés des adventices, on va devoir les caractériser dans la parcelle. Et vous voyez là juste avec cette image, hein, c'est un enjeu d'arriver à capter cette biodiversité en réponse aux pratiques. Donc, comment on les caractérise, ces adventices? Souvent, on fait ce qu'on appelle des quadras. Donc, vous positionnez, donc ça, c'est une vision de dessus. Hein. Au niveau du sol, c'est quadras. Et on va, chaque petit carré représente 4% de ce carré total qui fait 100%. Et on va regarder des taux de couverture des espèces présentes. Alors, on va le faire en plusieurs répétitions au sein de l'interrang, de différents interrangs de la parcelle, dont on va aussi faire attention de bien collecter les pratiques mises en œuvre par l'agriculteur. Alors, sur ces quadras, qu'est-ce qu'on fait? On a deux approches possibles. On a l'approche taxonomique, ça c'est pour les botanistes, comme mon collègue Guillaume Fried, qui est capable de reconnaître toutes les adventices et qui a une vraie érudition, expertise sur le sujet. Donc là, vous avez par exemple Fausse Roquette, là, qui est très, très visible avec les fleurs blanches, que vous voyez peut-être vous-même en ce moment dans vos parcelles. Et puis, il y a une autre approche qui est complémentaire et très utile, qui est ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle, qui consiste non pas à dire « j'ai telle espèce dans ma parcelle », mais à mesurer les caractéristiques de ces espèces. Alors, dans la suite de l'exposé, je parlerai de traits, caractéristiques ou traits. Donc, les traits, c'est ce qu'on appelle toute caractéristique morphologique, physiologique ou phénologique, par exemple liée aux dates de floraison de l'espèce, héréditaire qui est mesurable au niveau de la plante à différentes échelles, ça peut être de la cellule ou organisme entier. Et donc, parmi les mesures que l'on va faire, nous, sur ces espèces, au lieu de juste regarder leur nom, on va regarder la masse des graines, la surface foliaire, la teneur en matière sèche, la teneur en azote des feuilles, comme autant d'indications du fonctionnement de ces espèces. Alors, je vais vous donner quelques exemples de traits qui sont souvent utilisés pour les questions relatives aux effets sur le sol des adventices. Il y a notamment ce qu'on appelle les traits foliaires, par exemple la teneur en hémicellulose, en lignine, en carbone, en azote, qui nous donne une bonne indication de la conservation, ou au contraire de la stratégie d'acquisition de ressources de la plante. En gros, plus les plantes vont avoir des teneurs élevées en hémicellulose, cellulose, lignine, etc., c'est le cas de Cirsium arvense, chardon, que vous connaissez sans doute, plus on aura des plantes qui auront une stratégie de conservation des ressources. Donc, elles les acquièrent et elles les conservent. Au contraire, des plantes avec des valeurs plus faibles seront plutôt dans une stratégie d'acquisition de ressources où elles vont développer davantage leur système aérien et ne pas concentrer à l'échelle de la feuille tant d'éléments. De la même façon, sur les racines, alors ça, ce n'est pas une mince affaire de collecter les traits racinaires. On prélève les plantes et puis on mesure des choses. Il y a notamment des diamètres racinaires qui vont nous donner des informations sur l'aptitude de la plante à collaborer, par exemple avec des champignons. Et puis, assez intuitivement, vous vous doutez que plus on a des longueurs racinaires élevées par rapport à la masse de racines, c'est ce qu'on appelle la surface spécifique racinaire, et bien plus la plante aura des caractéristiques d'exploration des ressources dans le milieu élevé. Donc, voilà les types de mesures qu'on va faire. Et donc, ces types de mesures, ça va nous donner quelque chose qu'on appelle la structure fonctionnelle de la communauté. Donc, vous voyez, là, on a des pratiques, ça conditionne des adventices. Je fais bouger ma souris. Ces adventices, on va en mesurer la structure fonctionnelle et puis on va regarder dans quelle mesure ça explique le fait de rendre tel ou tel service par rapport au sol,
par rapport à la biodiversité, etc. Donc, cette approche fonctionnelle appliquée aux enherbements viticoles semés ou spontanés, pardon, ben, on l'a appliquée pour la première fois dans l'UMR à l'occasion de la thèse de Léo Garcia entre 2015 et 2018. Donc, j'ai cité certains de ces résultats aussi. Donc, j'en arrive aux résultats. J'ai organisé les résultats autour de 4 thèmes. Le premier, on va se poser la question, mais j'imagine que vous avez des éléments de réponse. Adventice et stock de matière organique dans les sols. Alors, pour ce faire, je vais mobiliser 2 réseaux de parcelles, Fertile Crop et Resamo Vitis, ces 2 projets récemment terminés et un en cours. Enfin, Fertile Crop est terminé il y a plus de temps maintenant. Et donc, l'ambition, c'était de montrer, au bout de plusieurs années, dans quelle mesure l'apport régulier d'un amendement organique, il s'agissait de végétumus, ou le semis d'engrais verts, alors on a alterné avec différentes espèces, dont la févrole, ou le fait d'avoir un témoin, donc spontané. Donc là, vous avez un témoin spontané avec l'amendement organique. Là, vous avez un témoin spontané sans amendement organique. Comment ces 3 pratiques allaient discriminer l'évolution de la matière organique dans les sols. Donc, je vous montre cette figure qui cumule à peu près toutes les informations. En 2015, on a démarré le projet avec, sur les 3 modalités, donc le témoin en herbement spontané tondu, c'était le bleu, l'enherbement semé, c'était le rouge, et l'enherbement spontané avec de l'amendement, c'était le vert. Au départ, on avait quelque chose en dessous de 8 pour 1000 de carbone dans le sol. Donc, on avait quelque chose d'assez homogène au démarrage du projet, très peu variable sur le témoin. Et au bout de 5 ans, avec donc les pratiques conduites de manière régulière pendant 5 ans, ben, on a eu une augmentation très élevée de la matière organique, y compris sur le témoin, donc y compris sur le témoin spontané. Le fait d'avoir semé un engrais vert avec plus de biomasse, ça a permis d'augmenter de 30% cette augmentation observée sur le témoin spontané. Et le fait d'avoir, en plus d'un amendement, en plus d'un enherbement spontané, avoir apporté 6 tonnes hectares d'amendement organique, bah, sans surprise, ça a vraiment augmenté la quantité de carbone dans le sol. Et vous voyez qu'on est passé d'en dessous de 10 à, on a quasiment doublé, ce qui est très important pour une évolution en impactant assez réduit de 5 ans. Alors, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est simplement le fait d'avoir eu un enherbement spontané tout tondu. Rien que ça a permis de significativement augmenter la matière organique du sol. Donc, voilà un premier intérêt avec la présence d'enherbement spontané. Le deuxième élément de résultat que je voudrais vous montrer, c'est celui du rôle des adventices dans la stabilité structurale du sol. Donc, on sait que les sols viticoles, ils laissent exposer une grande surface entre les interrangs, suivant la distance entre 2 rangs de vignes, ça peut être 2 mètres, 2 mètres 50. Et il y a un enjeu à ce que ces sols ne soient pas perdus par érosion. Et donc, on s'est interrogé, alors c'était le dispositif unique sur une parcelle de la thèse de Léo Garcia. Donc, il y avait 3 blocs, 14 espèces différentes testées, pour certaines des espèces adventices, pour d'autres des espèces semées. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je vais aller assez vite sur le résultat. En gros, on a prélevé des agrégats de sol en surface et on a mesuré ce qu'on appelle le mean weight diameter, c'est-à-dire la stabilité structurale. Plus vous avez une valeur élevée en Y, plus la stabilité structurale est élevée. Et on a même un collègue qui avait défini des niveaux de stabilité souhaitables ou pas. Donc, on considère que quand on est au-dessus de 0,8 quelque chose, on est dans le moyennement stable. Donc, la première chose qu'on a vue, c'est qu'à l'échelle de l'ensemble du dispositif sur une parcelle unique, on est bien sur une même texture, un même climat, l'antériorité du travail du sol ou du couvert était très importante pour expliquer la gamme. Donc, les verts, là, c'est ceux qui avaient des couverts depuis longtemps. Les verts et oranges, ils avaient eu du couvert ou du travail du sol, et puis les rouges, c'était ceux qui avaient du travail du sol depuis toujours. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment une distribution de la stabilité structurale significativement impactée par le fait de faire régulièrement des couverts, et je dois vous préciser qu'il s'agissait de couverts hivernaux. Et ensuite, le deuxième point de résultat associé à ce travail, c'est de voir qu'au bout d'1 an, le fait d'avoir mis en place un couvert changeait déjà la donne, et que les marqueurs fonctionnels, alors je vais vous rappeler, je vous ai parlé des traits aériens, des feuilles, etc. Il y a aussi les traits racinaires. Il y avait 3 traits racinaires qui expliquaient très bien l'évolution de la stabilité structurale. Il y avait le diamètre des racines, la masse de densité et la densité des tissus racinaires précisément. Donc, en gros, ce qui compte, c'est la quantité de carbone qu'on a dans le sol pour expliquer la stabilité structurale. Et dans une deuxième mesure, un pool de traits racinaires qui contribuent à hauteur de 40% à l'évolution de la stabilité structurelle. Donc, voilà un autre argument en faveur de la présence des adventices.
Troisième axe de résultat, je vais citer maintenant un article très récent de Marie-Charlotte Bopp, sorti en 2002, qui a regardé dans quelle mesure les adventices favorisaient les activités microbiennes des sols. Alors, vous avez eu des éléments déjà dans la présentation de Lionel tout à l'heure et la synthèse qui en a été produite à partir des résultats champenois alsaciens et bourguignons, pardon. Et donc, Marie-Charlotte, elle s'est intéressée au devenir de la biomasse adventice. Dans quelle mesure ça conditionne un certain nombre de processus de recyclage de la matière organique et d'activités microbiennes, notamment liées à l'azote. Alors, elle a travaillé non plus sur une parcelle unique, mais sur un réseau de 17 parcelles. Chacune des parcelles avait un historique stable les 5 dernières années. Donc, on était en capacité d'avoir une bonne vision de l'itinéraire technique. Vous voyez que cette parcelle était située à au plus une trentaine de kilomètres au nord de Montpellier. Elle a mesuré plein de traits, aériens et racinaires. Et ensuite, on a essayé de voir dans quelle mesure on arrivait à expliquer l'effet des adventices sur les processus liés au sol. Alors, elle a fait des quadras, vous les voyez ici. Elle a regardé la décomposition avec des petits Literbags. Donc là, très concrètement, on prend la biomasse végétale coupée et on regarde la perte en masse de cette biomasse végétale en conditions optimales. Ça vous donne une idée de la décomposabilité de cette biomasse végétale. Et puis, elle a fait aussi des analyses microbiennes, de la respiration, des analyses sur les bactéries responsables de la nitrification, c'est-à-dire de la fourniture de nitrate à partir d'ammonium, et puis les bactéries responsables de la dénitrification, c'est-à-dire la perte de nitrate en N2 atmosphérique. Voilà en 2 diapos ou 3 diapos les principaux résultats. Alors, la première chose, c'est que la décomposition des adventices, la quantité d'azote et la production de biomasse d'adventices va être très influencée par le mode de gestion dominant. Alors, je vous explique une fois pour toutes les l'abscisse là. Herbicide, tonte et travail du sol. Et on a herbicide, tonte et travail du sol qui sont répétés chaque fois pour chaque diapositive. Ce qu'on voit de façon intéressante, c'est qu'on a la meilleure décomposition dans le cas de la tonte et du travail du sol. Donc, la tonte et le travail du sol sélectionnent des communautés d'adventices qui se décomposent bien. Vous voyez, on est proche de 25-30%. Deuxième élément, en termes de biomasse, on est le plus élevé sur la tonte. Alors, 50 grammes par décadrate, 60 par 60, je ne sais pas si c'est très explicite. J'ai refait le petit calcul, j'espère pas m'être trompée. On est au voisinage d'1,6 tonne de matière sèche par hectare, si vous assimilez ça sur la parcelle entière. Et enfin, significativement, on a plus d'azote dans les communautés végétales adventices issues de tonte. Donc, premier élément assez appliqué, c'est que la tonte sélectionne des espèces qui, en termes de décomposition, en termes de production, en termes de restitution d'azote, semblent intéressantes. L'autre point, c'est qu'on a vu des activités microbiennes assez élevées, alors non significativement supérieures par rapport aux communautés végétales qui reçoivent régulièrement des herbicides, mais quand même une biomasse microbienne assez élevée. Et de manière intéressante, on a vu aussi qu'en fonction des traits racinaires, vous vous rappelez, la longueur spécifique racinaire, c'est les mètres de racines par gramme de racine. Plus cette longueur spécifique racinaire est importante, autrement dit, plus le système racinaire explore, plus on a une activité microbienne nitrifiante, une abondance de nitrifiante, donc de transformation de l'ammonium en nitrate élevée. Donc ça, c'était assez intéressant. Et alors là, c'est plutôt les systèmes herbicides qui étaient sur des quantités un peu élevées. Donc voilà pour les résultats issus de la thèse de Marie-Charlotte sur cet aspect fonctionnement des sols. Alors je vous propose maintenant de terminer, de faire un tout petit pas de côté pour évoquer des résultats en cours qui concernent 2 autres services, la production de fourrage et un que je vais laisser en suspens parce que la thèse n'est pas terminée, qui consiste à regarder dans quelle mesure la végétation spontanée peut être une ressource aussi pour les pollinisateurs à l'échelle de la vie. Donc, pourquoi s'intéresser aux ressources florifères et fourragères? C'est la question de la thèse de Léa Gentil, qui la traite dans un réseau de parcelles viticoles, 16, et de parcelles oléicoles, 16 aussi, dans la région méditerranéenne. Donc, florifères, je ne vais pas y revenir, mais naturellement, pourquoi c'est intéressant les fleurs? Alors, pas pour polliniser la vigne n'est pas une espèce pollinisée, mais pour polliniser et participer à la biodiversité globale. Et pourquoi fourrager? Peut-être parmi vous, il y en a qui font pâturer leur vignoble. C'est une pratique qui commence à se développer. En tout cas, profiter de la ressource adventice pour faire pâturer des animaux qui désherbent. Donc, un double bénéfice, c'est travailler à l'intégration agriculture-élevage. Donc, ces pratiques, on s'est intéressé à ces pratiques dans la temporalité de présence de l'enherbement. Donc, ici, vous avez une séquence assez classique chez les viticulteurs ou chez les oléiculteurs dans la région, où on va tolérer de l'enherbement spontané hivernal, et puis au mois d'avril, à peu près maintenant, des tontes ou des labours vont avoir lieu.
Ensuite, l'enherbement, il va être très sec pendant l'été, puis éventuellement, il y aura une reprise à l'automne. Et donc, cette période nous est apparue comme potentiellement intéressante pour évaluer la ressource fourragère. Alors, ça a donné lieu à une publication récente à Gentil. Et cette publication, elle a permis de montrer le potentiel fourrager donc sur un réseau de parcelles. Alors, certaines des parcelles étaient en commun avec celles de Marie-Charlotte que j'ai montrées tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'on avait ôté celles qui avaient des herbicides. Vous vous en doutez, hein, si l'ambition, c'est de faire brouter les adventices, ce n'est pas tout à fait envisageable d'imaginer le faire brouter des adventices avec des résidus d'herbicides importants dessus. Donc, ce qu'on a mesuré, c'est la quantité de la plante digérée par les ruminants. C'est ce qu'on appelle la digestibilité, donc la capacité de transformer du végétal par un animal en fesses. Et donc, c'est ce pourcentage qui nous intéresse nous. Alors, attention, ce n'est pas de l'appétence, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'animal, naturellement, va aller consommer cet adventice. Typiquement, on a trouvé que le chardon était assez digestible. Ce n'est pas forcément une espèce très appétante pour les animaux, quoique la chèvre, par exemple, est moins exigeante que le mouton sur certaines espèces à pâturer. Et donc, ça a été estimé via un spectre optique de plantes broyées. Et donc, je vais vous montrer les résultats. Alors, le principal résultat que je voudrais que vous reteniez, si ça vous intéresse, c'est, alors je vais vous montrer comme ça, sur un axe de digestibilité, si on considère, et c'est établi par la littérature, qu'il faut être au-delà de 60%, sachez que dans nos vignobles, en violet, et dans nos oliveraies en bleu, on était à respectivement 73% de digestibilité en moyenne et 64% en moyenne pour les vignobles et les oliveraies respectivement. Donc, globalement, on a une digestibilité intéressante. Et on a notamment des caractéristiques de plantes, les plus abondantes Diplotaxis erucoides, la fameuse fausse roquette dont on parlait tout à l'heure, qui ont des valeurs de digestibilité vraiment intéressantes, comparables avec ce qu'on sème dans les prairies pâturées, Medicago sativa, des luzernes ou du Lolium multiflorum. Donc voilà une information intéressante. Et on a aussi cherché, comme dans la thèse de Marie-Charlotte, à essayer de relier ces espèces adventices observées avec un potentiel de digestibilité élevé à des pratiques. Alors, je vais vite. Ce qu'on voit, c'est que globalement, dans les systèmes viticoles, on a des meilleurs scores de digestibilité, en particulier liés à un meilleur équilibre de composition. On avait des graminées décomposées en quantité à peu près égale, alors que dans le cas des oliveraies, les graminées dominaient. Et l'autre point, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les systèmes viticoles, qui étaient régulièrement travaillés, plus fréquemment que les oliveraies, ce travail du sol sélectionnait des espèces plus digestibles. Donc, l'intérêt était marqué pour les systèmes viticoles. Le travail du sol va faire qu'il y a des espèces qui repoussent vite, leur cycle de vie est rapide et ça sélectionne notamment des composés. Par exemple, ici, vous avez une petite calendula ou ici, Eurospermum d'Alechampi. Ces composés-là sont connus pour avoir un cycle de vie rapide, moins de fibres, donc plus digestibles. Donc, voilà des résultats intéressants par rapport à l'utilisation ou au service que peuvent rendre les couverts spontanés dans les vignobles ou les olives. Le travail du sol comparé à la tonte, donc c'est un petit peu, vous allez me dire, c'est un petit peu contradictoire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. La tonte semblait favoriser un certain nombre de processus liés au sol. C'est tout l'enjeu, savoir ce qu'on veut privilégier, une plus forte digestibilité ou au contraire des services plutôt liés aux adventices et à la biodiversité, où là, on sera plus intéressé par des pratiques de tonte. Donc, là encore, c'est le viticulteur qui a les moyens. Alors, si on regarde d'un point de vue quantitatif, ça pourrait être intéressant quand même de regarder ce potentiel fourrager. En moyenne, vigne et oliveraie, on était à 0,6 tonnes par hectare. Sachez que la productivité des prairies du sud de la France est plutôt 3,5 tonnes. Donc, c'est beaucoup moins important en tonnes par hectare. Mais par contre, comme on a beaucoup d'hectares concernés par ces systèmes de culture, ça peut représenter une ressource d'appoint non négligeable. Je termine sur ce potentiel fourrager donc en vous disant qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place sous réserve d'avoir des accords avec les éleveurs pour mettre en place les calendriers vitis et oléicoles et les calendriers de pâturage. Sur la ressource florifère, j'en dirai pas plus. Je vous annonce juste que ça fait partie des résultats à venir où on a regardé sur le même dispositif dans quelle mesure cette végétation spontanée, les adventices, représentaient un intérêt floral pour la biodiversité. Et donc, je termine mon exposé. J'espère que ça aura généré des questions. En soulevant le point suivant, c'est que les adventices dans les vignobles, ça représente dans le temps un potentiel de services multiples, notamment liés au sol, j'en ai cité quelques-uns,
et que ce potentiel, il est gérable, manipulable par les pratiques. Ce n'est pas toujours évident parce que vous voyez qu'on a quelquefois des adventices non désirables. Et donc, pour le viticulteur et les viticultrices, tout l'enjeu, ça consiste à trouver un compromis favorable pour avoir la flore spontanée au moment où elle rend le service qui est intéressant par rapport au système viticole. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé, je crois que c'est bon. Je vous remercie. Eh ben, merci Aurélie, c'est parfait au niveau du temps. Il y a quelques questions dans le chat que je vais lire pour que tu puisses y répondre. N'hésitez pas à Oui. en poser, on a une dizaine de minutes pour les questions. Alors, le premier, c'était de repréciser un peu le test de stabilité structurale que tu avais utilisé, la méthode de Bissonnet. C'est vrai qu'on passe Oui. rapidement sur les techniques et des fois ça intéresse. Oui. Alors, j'ai mis mon mail pour des questions ultérieures en attendant. Alors, le test de stabilité structurale, en gros, il s'agit de prélever des agrégats de sol et de les passer au tamis et de regarder la distribution de taille des agrégats au sein de ces tamis. Et donc, on regarde plus l'agrégat stable après le passage au tamis et à l'eau est de taille élevée, plus on considère que le sol est stable. En gros, c'est ça. Donc, il y a toute une procédure, un protocole très normé qui avait été rédigé par Yves Le Bissonnet et qui permet de voir dans quelle mesure, après ce passage au tamis, on a des agrégats de petite, de moyenne ou de grosse taille. Donc, si vous vous rappelez sur le graphique, là, c'était plus on allait vers les mean weight diameter élevés, des tailles d'agrégats moyens élevées, plus ça correspondait à des situations de sol plutôt stables. Voilà. D'accord, merci. La tonte favorise des adventices avec une meilleure teneur en azote. Ce sont des mesures sur la plante. Y a-t-il un distinguo entre légumineuses et autres? Et surtout, quid de l'azote dans le sol disponible pour la vigne? Oui. Alors, merci pour la question. Donc, effectivement, là, ce que je disais, teneur en azote, c'est bien la teneur en azote dans les adventices. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas commenté l'ordre de grandeur, mais de mémoire, on était autour d'une vingtaine de kilos par hectare, la quantité contenue dans les adventices. On n'a pas fait au même moment des reliquats azotés minéraux. On a par contre caractérisé le sol du point de vue carbone et azote organique. Mais effectivement, le gros enjeu, là, ensuite, c'est de voir la temporalité de la restitution, parce qu'on pourrait se dire, c'est super, il y a de l'azote dans les adventices, mais si c'est un moment où la plante a elle-même besoin de beaucoup d'azote, alors là, on est en situation de compétition. Par contre, si c'est un moment en amont des prélèvements importants de la vigne, qui sont plutôt au voisinage du début de cycle et de la floraison, on peut imaginer qu'en détruisant l'adventice à ce moment-là, il y aura une restitution. Donc voilà, la réponse à la question, c'est vraiment de caler le moment de restitution de cet azote contenu dans la plante. D'accord. Sur les pratiques d'entretien justement de ce couvert végétal, avez-vous des données sur le roulage plutôt que la tonte? Alors oui, mon collègue Léo Garcia, dont j'ai parlé, a conduit une expérimentation. Il l'a communiqué à plusieurs reprises. Sans doute sur YouTube, on doit pouvoir trouver un de ses exposés. Il a comparé pendant 3 ans 3 modes de destruction, travail du sol, tonte et roulage, sur des engrais verts. Ça, c'était semé, ce n'était pas des adventices. Et donc, il a montré qu'en termes de restitution, c'est plutôt, sans surprise, le travail du sol qui était vraiment efficace. Alors, ce n'est pas un plaidoyer pour le travail du sol forcément, mais le roulage, notamment en cas de graminées, ça commence à être assez connu et pas toujours très efficace. On a des reprises de végétation qui peuvent avoir lieu, surtout quand on fait des destructions assez précoces dans le cycle, en février ou en mars, où les dégraminées, ce dont on se rend compte, c'est qu'elles repartent après. Donc, voilà pour les résultats. Alors, encore une fois, ce que je dis est conditionné donc, à nos dispositifs expérimentaux dans le sud de la France sur des roulages assez précoces. Voilà, j'espère que ça répond à la question posée. De toute façon, ils ont ton adresse mail pour affiner leurs questions et même toi les réponses par rapport à des questions un peu plus précises. Et puis dans le contexte actuel, avant-dernière question, est-ce qu'on peut aborder le risque de concurrence hydrique? C'est vrai que Oui. le principal frein technique à l'enherbement et pas qu'en milieu méditerranéen, hein, l'enherbement des vignes, on le voit aussi beaucoup en Bourgogne. En Bourgogne, ils sont à 10 000 cep hectares avec des interrants très petits. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence hydrique. Alors la Bourgogne devient aussi assez sèche, voire séchante avec les évolutions climatiques. Et c'est vrai qu'on a tendance à, c'est pas à plus trop en parler, mais on sait que c'est un frein technique. Donc, quelles sont vos données par rapport à l'implantation des couverts sur vos vignobles autour de Montpellier? Alors, nous, donc je disais, l'UMR Apsis travaille depuis une vingtaine d'années. Au début, on a beaucoup travaillé sur la question de la contrainte hydrique en comparant différentes modalités de gestion.
Par modalité de gestion, j'entends présence dans le temps, donc des enherbements permanents par rapport à des enherbements temporaires, et modalité de gestion, présence un interrang sur 2 ou tous les interrangs. Et puis, force est de constater qu'en système méditerranéen, tolérer un couvert permanent toute l'année, c'est vraiment très, très délicat. Et donc, tous les résultats, c'était peut-être pas assez clair dans mon propos que je vous ai présenté là, concernent des situations où il n'y a pas d'enherbement après le débourrement. C'est-à-dire que c'est vraiment des enherbements temporaires hivernaux. Et pourquoi on travaille sur ces questions-là? Parce qu'on se rend compte que la tolérance à la contrainte hydrique est vraiment très, très faible en système méditerranéen, vu la faiblesse des pluies printanières, et que l'enherbement est vraiment très rarement tolérable pour les viticulteurs au-delà du débourrement. Donc, tous les résultats que j'ai montrés, là, l'effet des enherbements spontanés, c'était bien par la présence uniquement lors du repos végétatif de la vigne, entre la vendange et le débourrement. Donc, on travaille vraiment cette question de la contrainte hydrique en considérant qu'on doit acquérir des références sur l'intérêt des couverts hivernaux. Voilà. Ça, c'est une précision importante à apporter parce que c'est vrai qu'on a Oui, toujours… ce n'était pas des enherbements permanents. Et j'ajoute même aussi, je mentionnais le travail de Léo, il a testé 2 modalités de destruction, une très précoce, février, c'est vraiment très précoce, et une un peu plus tardive, avril, qui correspond à ce que font la majorité des gens, pour voir dans quelle mesure il y avait un bénéfice à attendre un petit peu plus longtemps, 2 mois de plus. Mais on est toujours dans des gammes de destruction très précoces, jamais au mois de juillet. Alors, dernière question au niveau du chat. Quel itinéraire technique favorise des enherbements peu concurrentiels? On voit que dans le temps, la composition d'un enherbement se modifie, notamment quand il devient un peu permanent. Et il peut être parfois conseillé de les rafraîchir, détruire. Je pense que la suite de la question, c'est qu'en penses-tu? Alors, je vais sans doute avoir une réponse assez décevante dans la mesure où je pense que ça dépend vraiment de la flore spontanée présente dans la parcelle, dans la mesure où il peut y avoir des situations où on a fait beaucoup de relevés, spontanément, on trouve dans la parcelle des petites légumineuses pérennes qui sont vraiment très intéressantes, qu'on peut gérer par quelques tontes et qui couvrent le sol sans faire énormément de biomasse, qui rendent pas mal de services sans créer de disservice. Donc là, on est plutôt content et des modalités de tonte peuvent tout à fait suffire. Et puis, il y a des situations où on a des adventices vraiment problématiques et pour lesquelles éventuellement détruire chimiquement une première fois et puis après laisser évoluer la flore spontanée, peut être aussi conseillé. Donc, c'est compliqué. Et l'évolution, alors ce serait mieux si mon collègue Guillaume Fried était là, mais l'évolution dans le temps de la flore, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur 5, 10, 20 ans. Et d'ailleurs, dans la thèse de Marie-Charlotte, on a eu une comparaison entre les années 80 et les années 2020, et où on a vu vraiment une diversification de la végétation spontanée, avec notamment des annuelles capables de faire leur cycle, alors qu'avant, elles ne l'étaient pas forcément du fait des pratiques intensives d'herbicides. Donc, je n'aurais pas de réponse simple, en fait. Ça dépend vraiment de la végétation qu'on a, suivant la tolérance qu'on peut avoir vis-à-vis des espèces spontanées. Moi, je peux faire un petit complément de ce qu'on a vu dans Ecovitisol sur les enherbements dits permanents, hein, qu'on trouve quand même un petit peu en Bourgogne et surtout en Alsace, hein, parce qu'en Bourgogne, on n'est pas fan de l'enherbement pour des notions de contrainte hydrique, mais aussi de cahier des charges, d'appellation, etc. Et je ne sais pas si vous vous rappelez les camemberts d'Ecovitisol, en fait, l'enherbement temporaire était un peu plus vertueux que l'enherbement permanent, les deux étant beaucoup plus vertueux que les non-enherbements, hein, pour la microbiologie du sol. Pierre Barré nous parlera du carbone tout de suite après. Ce qu'on voit, c'est que justement, dans le permanent qui devient presque monospécifique sur les permanents anciens, hein, plus de 10 ans, parce qu'au final, tout le monde pousse au début, mais c'est le régras qui gagne à la fin, en tout cas en Bourgogne, et la qualité microbiologique s'altère encore, ça s'altère un peu, parce qu'on devient monospécifique végétal, c'est comme une monoculture de maïs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut de la diversité végétale pour qu'il y ait de la diversité microbienne dans le sol et inversement. Et donc, c'est vrai que ces enherbements permanents, alors nous, on n'est pas agronome, encore moins conseiller viticole, mais d'un point de vue écologique, on a envie de les rediversifier. Et les rediversifier, c'est peut-être les casser à un moment donné pour les restimuler, soit par des adventices, soit par des systèmes semés. C'est vrai que si on peut, il n'y a pas d'autres questions, si on peut faire une petite conclusion à ton intervention, Aurélie, c'est que nous, d'un point de vue écologique, écologie du sol, écologie des organismes vivants du sol, la couverture végétale est très importante. Après, on est bien conscient de toutes les contraintes techniques, hein, que ça amène en termes de compétition hydrique, en termes d'entretien aussi, hein, donc de travail par rapport à ça, et de coûts peut-être à terme. Mais on reste persuadé que l'agroécologie viticole passe nécessairement par une couverture des sols. Alors après, est-ce qu'elle sera pérenne?
non pérennes, diversifiées, plantées, gérées naturellement. Bon, comme tu l'as dit, aussi pâturées, hein, parce qu'on a vu quelques pâturages aussi en Côte-de-Provence, et c'est des choses dans les enquêtes qui ressortent, hein, pas chez tout le monde. On en voit même en Bourgogne. En Côte de Nuit Saint-Georges, j'ai croisé des moutons ces 15 derniers jours en faisant mes balades quotidiennes. Enfin, pas quotidiennes, mais de manière de vélo. Et ça commence aussi à venir, la notion de gestion de cette couverture végétale. Les choses évoluent. Voilà, nous, en tant que chercheurs, institutions, on doit amener des résultats, des connaissances objectives là-dessus. Après, il faut que ça soit traduit en conseil et en application au niveau des viticulteurs. Et j'espère que, et j'en suis persuadé, ton intervention, Aurélie, justement, permettra de répondre à certaines questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, ou si quelqu'un en a une très brûlante, il a le droit de prendre le micro, on ne lui en voudra pas, avant qu'on passe à Pierre Barré pour passer à la partie carbone du sol? Non? Personne? Eh bien, écoutez, je propose, merci Aurélie, c'était très bien, super, merci. Et, Merci à vous. Et puis, au plaisir de rediscuter peut-être avec certaines d'entre vous au bord d'une parcelle voilà. ou avec les collègues d'Ecovitisol. Aurélie.meter@supagro.fr, et sachez qu'Ecovitisol, c'est un projet aussi évolutif, et que on essaye d'agréger des experts à chaque territoire voilà. Et donc Aurélie, avec son équipe, va devenir en connectique. Alors après, on ne sait pas jusqu'à quel niveau d'intensité, mais avec le projet Ecovitisol, pourquoi pas coupler aussi des référentiels floristiques à nos référentiels pédologiques et microbiologiques sur les territoires en cours ou à venir. Voilà. Merci Aurélie. Donc, je propose d'accueillir Pierre Barré. Pierre, si tu peux partager. Et Aurélie, bien sûr, tu peux rester jusqu'à la fin. Hein, si... Voilà. Pierre, merci de nous rejoindre. Ouais, bonsoir à tous. Tu sors d'un jury de thèse, je sais, donc tu enchaînes. Merci à cette heure tardive et toujours à jeun. Parce que voilà, la faim va commencer à se faire sentir, et nous, on n'est pas chez nous, donc on ne peut pas les grignoter un petit bout, mais c'est pas grave. Voilà, Pierre est le spécialiste national du carbone dans le sol. Et vous allez voir, quand on parle de carbone organique, c'est vrai que d'un point de vue physico-chimique, agronomique,